L'Amérique vient de garer un tiers de sa marine au Moyen-Orient, parce que rien ne dit mieux, on veut négocier, que 100 000 tonnes de démocratie flottante qui traversent le détroit de Gibraltar. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, un des objets les plus chers jamais construits par des mains humaines, fait route vers la mer d'Arabie, probablement pour livrer une lettre au ton sévère. Depuis 2003, quand les États-Unis ont libéré l'Irak du terrible fardeau d'exister, on n'avait pas vu autant de puissance de feu concentrée au même endroit. À l'époque, ils appelaient ça « shock and awe ». Cette fois, c'est « maximum lethality », le genre de formule qu'on invente quand shock and awe a mal testé en focus group. Je ne suis pas analyste géopolitique, je ne suis même pas un bon écrivain, mais je sais cliquer sur Polymarket, et là, tout de suite, les chances d'une frappe aérienne américaine sur l'Iran avant le 31 mars sont à 60%, ce qui, pour situer, c'est pire qu'un pile ou face au casino et sans le verre offert. Alors voilà la situation. La position de négociation américaine, c'est l'Iran lâche son programme de missiles balistiques et en échange, l'Iran reçoit rien. Aucun allègement des sanctions, aucune concession, juste la douce chaleur intérieure d'avoir capitulé. Un vrai chef-d'œuvre de finesse diplomatique. Et Trump envoie qui pour livrer cette offre généreuse? Jared Kushner et Steve Witkoff, deux hommes d'une impartialité tellement cristalline sur la question du Moyen-Orient que l'Iran s'est tout de suite senti écouté et respecté. Bon, en toute honnêteté, la recette a déjà marché. Quand Trump envoie une armada vers le Venezuela, Maduro danse pour la paix. Personne s'y attend, et puis la Delta Force débarque le 3 janvier et l'embarque, ce qui donne le ton pour 2026. Maintenant, c'est au tour de l'Iran de recevoir le kit démocratie. Mais l'ayatollah, lui, danse pas. Il tweete, qu'il va couler les porte-avions américains. L'Iran ferme partiellement le détroit d'Ormuz pendant quelques heures, juste pour rappeler à tout le monde que 20% du pétrole mondial passe par un goulot plus étroit que la plupart des autoroutes américaines. Et puis, histoire que le symbolisme soit bien clair, les Iraniens brûlent des statues de Baal. En gros, le Satan du Coran, qui accessoirement symbolise l'Occident, à la télévision d'État. Parce que quand tu as en face de toi l'armée la plus puissante de l'histoire humaine, quoi de plus spectaculaire qu'un bon revival d'art performatif mésopotamien? Sous le théâtre, l'Iran est en sale état. Des décennies de sanctions ont vidé l'économie. En janvier 2020, les États-Unis assassinent Qassem Soleimani, le commandant militaire le plus puissant d'Iran. Et l'Iran fait essentiellement rien. Le 7 octobre prend les Iraniens par surprise encore plus que les Israéliens. Quand Assad tombe en Syrie, Israël se retrouve avec un couloir aérien ouvert pour bombarder l'Iran à volonté. Pendant la guerre des 12 jours en juin dernier, les Israéliens assassinent plusieurs hauts responsables et scientifiques iraniens, révélant que le Mossad a pénétré les plus hauts niveaux de l'État iranien. Le mois dernier, des manifestations éclatent partout en Iran. Les forces de sécurité tuent des milliers de gens. Alors oui, le régime a l'air un poil fragile. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Chaque fois que tu élimines les officiers et les scientifiques d'un État ennemi, tu n'élimines pas seulement une menace, tu exposes aussi le réseau d'espionnage qui les a traqués. Le Mossad a passé des années et dépensé des millions pour cultiver des sources en Iran. La guerre des 12 jours les a toutes cramées en 12 jours. Et le coup de Maduro, grande télé, mais un précédent stratégique catastrophique. Parce que la leçon que le Pentagone en tire, c'est facile. Les purges de Peter Hegseth rendent les militaires plus pressés de se battre et moins capables de se demander si ça vaut le coup. Un indicateur de la capacité opérationnelle américaine peut être plus honnête que l'affaire Maduro, c'est l'opération Prosperity Guardian, où la marine la plus puissante du monde devait neutraliser les Houthis, une milice en sandales, et au final, elle a plié bagage. Mais ça, on va pas le dire trop fort. Il y a eu un temps où l'Amérique suivait un truc qu'on appelait la doctrine Powell. Tu fais la guerre seulement quand tu as un intérêt stratégique clair, des objectifs définis, une force écrasante et le soutien du public. Le plan Iran échoue spectaculairement sur les 4 critères, un par un. L'intérêt stratégique, flou. Les objectifs, flou. Qu'est-ce qui se passe quand l'Iran riposte contre les puits de pétrole du Golfe et les bases américaines? On ne sait pas. Qu'est-ce qui empêche l'escalade vers une guerre terrestre pour sécuriser le détroit d'Ormuz? Aucune réponse.
et comment Trump expliquera les cercueils qui rentrent au pays dans une guerre que le Congrès a jamais votée. Les livres de développement personnel te disent d'agir comme si tu pouvais pas échouer. Le Pentagone a adopté le concept, mais en sautant la partie du « comme si », sinon. Pendant que tout le monde regarde le golfe Persique, les États-Unis mènent un autre changement de régime, le genre discret, sans porte-avions. Cuba s'effondre, coupure de courant, pénurie de carburant, hôpitaux qui tournent à vide. L'embargo est serré jusqu'à l'étranglement, et Marco Rubio appelle ça de la pression stratégique, la même stratégie que l'Amérique applique à Cuba depuis 65 ans. Ça n'a jamais marché, mais respect pour la persévérance. Les Cubains installent des panneaux solaires et sautent des repas, ce qui, quand on y pense, est la forme la plus américaine de liberté qu'on puisse exporter. Tu te démerdes tout seul pendant que le pays le plus riche du monde t'étrangle depuis 150 kilomètres. L'Iran a droit aux porte-avions et aux côtes Polymarket. Cuba a droit au silence, parce qu'une agonie lente, ça fait pas de bonne télé. Le 14 février, Barack Obama passe à la caméra pour dire que les extraterrestres sont réels, tout en admettant qu'il n'a pas de preuves parce que le Deep State les lui cache peut-être. Trump répond en l'accusant d'avoir divulgué des informations classifiées, ce qui, dans ma lecture probablement naïve, veut dire que Trump vient de confirmer que l'information est réelle, classifiée et qu'il la connaît. Aucun des deux intervieweurs pose une question de suivi, parce qu'apparemment, ce n'est plus cool de faire ça. Le même jour où Trump ordonne la publication des dossiers gouvernementaux sur les extraterrestres, un astrophysicien de Caltech est abattu sur le perron de sa maison. 2 mois plus tôt, un physicien des plasmas du MIT est abattu dans son appartement. Et Steven Spielberg sort en juin un film qui s'appelle Disclosure Day. Quel timing! Je relis pas les points, je les lis, c'est tout. Le problème, c'est qu'en ce moment, ils se lisent comme un scénario, et personne se souvient de l'avoir écrit. La dernière fois que l'Amérique a rassemblé autant de puissance de feu, ça a donné Daesh. Les 65 dernières années de sanctions sur Cuba ont rien produit à part de la souffrance. Et, ok, une des plus grandes musiques du monde. Et les 2 derniers physiciens qui auraient peut-être pu expliquer ce qu'il y a dans ces dossiers extraterrestres sont morts. Mais je suis sûr que cette fois, ça va bien se passer.